On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Mohamed Erogbi et Aurélie Durand pour un nouvel entretien autour des Journées mondiales de la jeunesse. Un entretien qui commence comme chaque semaine avec une première question posée par Apolline. Et oui, donc juste au tout début de l'émission, nous avons décrit ce qu'étaient les JMJ, mais à quel public ça s'adresse ? Alors les JMJ, ça s'adresse au public visé par la pastorale des jeunes. Alors un peu plus loin parce que la pastorale des jeunes commence déjà chez les collégiens. Et donc là, ça commence plutôt à partir de 16-17 ans jusqu'à 35 ans à peu près. C'est le public vraiment des JMJ. D'accord, et à quelle fréquence c'est organisé les JMJ ? Alors les JMJ ont lieu tous les ans depuis 1986. Et en fait, ils ont lieu tous les ans. Alors d'abord, c'était au Rameau. Maintenant, c'est depuis 2021, Journée du Christ Roi. Et tous les 2-3 ans, ça dépend un petit peu des événements internationaux, ils ont lieu dans une grande ville. Donc là, cette année, ce sera à Lisbonne. Les derniers ont eu lieu à Panama en 2019 pour que c'est vraiment une vision plus internationale et puis permettre de faire des grands rassemblements tous ensemble. Et du coup, pour quelles raisons est-ce qu'elles ont été créées, ces journées ? Elles ont été créées par le pape Jean-Paul II. Il y avait une année sainte qui avait été proclamée en 83-84. Et donc, le pape avait, à cette occasion, réuni des jeunes pour le week-end des Rameaux, à peu près 250-300 000. Il s'avère que l'année suivante, ça a été déclaré année de la paix par l'UNESCO, si je ne me trompe pas. Et donc, il s'est dit, tiens, c'est une bonne occasion de rassembler une nouvelle fois les jeunes. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Les premières JMJ officielles, comme on les connaît, un peu plus petites, ont lieu à Rome en 1986. Alors, on a parlé du public concerné, mais comment ça se passe l'inscription à ces JMJ ? Alors, l'inscription, elle se fait dans les diocèses ou dans les mouvements. Donc, par exemple, pour nous, il suffit d'aller sur le site du service de pastoral des jeunes, jeunecato57.fr. Et puis après, on arrive sur une plateforme qui s'appelle Venio. Et donc là, qui gère les inscriptions à la fois à la France, puisqu'on s'inscrit à la France, et puis après, on s'inscrit aussi au Portugal, mais ça, c'est nous qui gérons. D'accord. D'accord, et qu'est-ce qui se passe justement pendant une JMJ concrètement ? Est-ce qu'il y a un thème autour de ces journées ? Alors, il y a un thème tous les ans. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est « Marie se leva et partit en hâte ». C'est un verset de l'évangile de Luc qui fait suite au thème du Panama, qui était « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et donc, c'est le récit de la visitation. Donc, quand c'est Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte elle aussi. Et donc, c'est l'idée du pape qu'on suive l'exemple de Marie, que les jeunes chrétiens suivent cet exemple, et puis qu'on soit missionnaire, aller vers les autres, et puis qu'on dise aussi oui au Christ qu'on suit. Et comment ça se passe au niveau de l'accompagnement des mineurs, puisqu'il y a des personnes qui peuvent avoir entre 16 et 18 ans ? Alors, il y a des diocèses qui font le choix d'emmener des mineurs et des diocèses qui ne le font pas. Ça dépend de la décision du service de pastoral des jeunes, de la décision de l'évêque. Nous, on n'emmène pas de mineurs cette année, parce que c'est un choix qui a été fait de notre côté. Et sinon, en général, pour les diocèses qui le font, c'est un majeur qui est un peu associé en binôme avec un mineur pour pouvoir vivre pleinement l'expérience, et puis aussi un aspect un peu sécurité. Et les JMJ, elles sont ouvertes aux personnes en situation de handicap ? Elles sont ouvertes. Alors, il y a un groupe qui est créé, il y a un groupe assez important qui est le mouvement de l'Arche, qui prévoit d'emmener les jeunes au Portugal. Et il y a aussi... alors, nous, on peut renvoyer plutôt vers des mouvements nationaux ou vers le service national. Il y a aussi un groupe qui s'est créé pour les jeunes sourds et malentendants qui voudraient partir et qui ont un groupe un peu plus adapté, surtout que la ville de Lisbonne est un peu petite, pentue, avec des pavés. Donc voilà, selon les types de handicap aussi, c'est des groupes qui seront vers qui nous, on peut envoyer, qui seront plus à même d'avoir des JMJ un peu plus adaptés.
Et est-ce que toi, à titre personnel, bon, je connais un petit peu la réponse, est-ce que tu as pu participer à ces JMJ? Bah, si oui, lesquels, du Oui, coup? alors moi j'ai participé en tant que jeune, je suis toujours jeune, je précise. J'ai participé en 2011 à Madrid, en Espagne, en 2016 à Cracovie, en Pologne, et ensuite en tant que responsable en 2019 à Panama. Au final, t'as pas vraiment loupé les éditions depuis ta première, en fait? Non, Depuis la première que t'as fait? ouais, j'ai loupé Rio, Ah, dommage. Ouais, c'est dommage. ouais, je suis d'accord. Et est-ce que les GMJ sont une sorte de passage plus ou moins obligatoire dans la vie d'un croyant? C'est pas obligatoire parce que le but de la foi, c'est aussi de vivre des expériences, mais de les vivre dans sa liberté. Dans la liberté aussi de se dire que c'est une expérience qui va nous aider, qui va être bonne pour nous, mais bien sûr que c'est pas une étape obligée. C'est juste, enfin pour moi, ça m'a aidé dans ma foi et de me dire pas dans le sens où je vais vivre des temps de prière silencieuse, importantes pour me ressourcer, mais de se dire que c'est vraiment l'idée de la famille et du peuple de Dieu qui vraiment se retrouvent pour vivre un événement ensemble et se dire, bah, on était 3 millions et on était tous rassemblés pour la même chose au même endroit et on a vraiment vécu un moment fort. Et donc, les GMJ, alors, il me semble que c'est pas tous les ans dans un pays différent, mais comme tu l'as expliqué plus tôt d'ailleurs. Mais donc, chaque année, il y a donc un programme qui est un peu précis quand même. Est-ce qu'il varie en fonction de la langue pratiquée? Alors non, enfin, c'est c'est toujours le même programme qui est un peu adapté selon les pays, c'est-à-dire que en fait la première semaine qu'on vit au JMJ, quand c'est le grand événement international, c'est une semaine où on est dans un diocèse. Donc là, on sera dans le diocèse de Viana do Castelo, dans le nord. Et on vit au rythme de la paroisse et des familles, parce qu'on sera accueillis dans des familles. Et donc le but, c'est qu'ils nous montrent vraiment la culture portugaise, la nourriture, de passer vraiment... on va passer une journée où on sera tous les pèlerins réunis. On sait déjà qu'avec nous, il y aura des Anglais, des Italiens, des Boliviens, des Polonais. Donc c'est vraiment aussi pour que les Portugais nous partagent leur culture. Et puis la deuxième semaine, c'est vraiment, c'est toujours un schéma assez type. Mais tous les ans, quand c'est pas un grand événement, c'est chaque diocèse qui organise vraiment une journée ou un week-end. Ça peut être une marche, ça peut être une messe avec l'évêque. Voilà. C'est vraiment après, à chaque diocèse, un peu de faire sa sauce, je veux dire. Les JMJ, forcément, ça a un coût. Comment se finance une JMJ? Alors, ça dépend un petit peu des personnes. Nous, on a une plateforme en ligne pour faire des dons. Donc c'est des dons qui seront un petit peu mis en commun pour tous les JMJistes. Après, c'est des actions locales. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui se font, par exemple, du côté de Sarrebourg, où ils seront un groupe assez nombreux. Ça peut être des ventes de bougies. Il y a des bougies à l'effigie des JMJ. Je sais qu'il y aura des ventes d'agneaux de Pâques ce week-end. Voilà, c'est vraiment des actions un peu locales. Nous, on vendra aussi de la bière. Je ne sais pas si je peux le dire. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Donc voilà, c'est aussi l'idée de se dire, bon, peut-être pas la bière, même si vous pouvez boire en pensant à nous quand on sera au Portugal. Mais voilà, c'est l'idée de se dire, par exemple, par une bougie, d'accompagner la prière et puis d'accompagner notre pèlerinage une fois que nous, on sera au Portugal. Et j'ai pu voir aussi qu'il y avait une collecte de vêtements organisée au profit des JMJ. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors c'est assez inédit. Oui. C'est une collecte qui a été organisée par le Service national de pastoral des jeunes. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est des vêtements qui sont collectés, qui sont envoyés et puis après qui sont mis sur Vinted. Sur Vinted, voilà, c'est l'application de seconde main pour acheter de la seconde main que vous connaissez peut-être autour de cette table, hein. Je pense que Mohamed, tu en as déjà eu écho, Apolline également, même Tristan qui est à côté, je pense que tu connais Vinted. On a tous fait un petit tour, je pense, sur Vinted au moins une fois autour de cette table. Et puis voilà pour cette parenthèse du coup sur la collecte de vêtements. Apolline, tu te passes la main?
Et oui, parce que donc les volontaires sont donc forcément un peu loin de chez eux, enfin peut-être sauf pour les chanceux qui viennent du Portugal. Mais comment ça s'organise au niveau des transports, au niveau des logements? Alors, c'est tout le travail assez fastidieux ce qu'on appelle le COL, donc c'est le comité d'organisation locale. Et donc, nous, on est en lien, il y a un délégué alors par pays ou par langue. Par exemple, pour nous, on a un délégué francophone. Et donc, en fait, se joignent des volontaires. Donc, il y a à peu près 500... Alors, pour nous, il y a 500 volontaires français qui vont aussi préparer un petit peu le terrain. Et puis après, pour nous, sur place, c'est nous, on arrive clé en main. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas toute l'organisation qu'il y a derrière une fois qu'on est arrivé vraiment au Portugal. Mais voilà, pour les repas, on sait que ce sera sous forme de tickets. Pour les transports, ils sont même en train de créer un peu des infrastructures parce que malgré tout, le Portugal est un pays assez petit qui n'est pas vraiment prêt à accueillir un événement aussi important. Mais ouais, c'est pas mal de travail pour eux. D'accord. Et donc, tu l'as expliqué tout à l'heure, les JMJ ont été créés par le pape Jean-Paul II. Mais quel est le rôle du pape aujourd'hui? Alors, le rôle du pape, c'est vraiment un rôle central qui fait qu'on va se rassembler autour de lui. C'est vraiment le pape qui a l'initiative et qui nous invite, qui fait des vidéos d'ailleurs pour nous inviter à nous rassembler. Et puis, en fait, le pape, lui, il arrive le jeudi, en général, pour les JMJ. Il est là jusqu'au dimanche. Et vraiment, le point d'orgue de ce rassemblement, c'est le week-end, où là, on passe la vigile pascale. Je suis déjà prête pour ce week-end. C'est vrai. La vigile du samedi soir, où vraiment, on prend un temps pour prier avec lui, autour de lui, mais aussi avec lui. Et puis, la messe du dimanche matin, où vraiment là, on prie tous en communion avec le pape. Donc vraiment, il a ce rôle de tous nous rassembler, parce que on veut tous bien sûr aller au JMJ, mais il y a aussi cette figure de responsable, chef de l'Église catholique, qui est responsable aussi de notre foi et qui est notre pasteur. Et où est-ce qu'on peut trouver les informations sur les JMJ sur les réseaux sociaux, par exemple? Là, on peut les trouver sur nos réseaux, JeuneCato57 sur Instagram, Facebook, sur le site internet, et puis après, à plus grande échelle, sur le site de l'Église catholique de France, la CEF et le service de pastoral des jeunes national. Et pour ces JMJ, il y a des choses à préparer en particulier avant de partir? Il y a toujours des choses à préparer pour les JMJ. Alors pour nous, bien sûr, c'est une organisation assez importante. Et puis on a organisé 3 week-ends de préparation. L'idée, c'est de se mettre en marche, comme nous invite le thème dont je parlais un peu plus tôt. L'idée de se mettre en route avec les gens avec qui on va partir. Et puis aussi d'avoir une certaine préparation spirituelle. Je veux dire, c'est pas un voyage où on va visiter le Portugal. On va rencontrer des gens, entrer dans la vie des gens, puisqu'on va loger chez eux. Et puis le but, c'est vraiment de partager, de se rencontrer. Donc il y a cette idée de se mettre aussi en route, en esprit, et puis de se dire, je me prépare aussi, je prépare ma foi, entre guillemets, c'est pas un très bon terme, mais je vais vivre une grande expérience, donc comment je me prépare vraiment spirituellement. Et est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui sont concernées par les JMJ, qui veulent participer au JMJ et qui enfin, cette année, qui sont dans le diocèse de Metz? Alors pour le diocèse de Metz, pour l'instant, on a un peu plus d'une trentaine d'inscrits. On aimerait bien partir entre 80 et 100 jeunes. On part aussi avec le diocèse de Verdun, donc on sera un peu plus nombreux. Et à titre, si j'ai le temps de dire à plus grande échelle, Oui, bien sûr. la France, le service national prévoit que 30 000 Français partent pour un total entre 1,5 et 2 millions de jeunes qui se retrouveront à Lisbonne. D'accord. Et du point de vue local, qu'est-ce que ça apporte, les JMJ? Alors, du point de vue local, je pense que ça apporte un dynamisme, parce que c'est pas seulement les jeunes qui partent qui se mettent en chemin.
Là, je fais un peu un parallèle avec Lourdes où on va partir. Il y a beaucoup de personnes, de paroissiens qui donnent, qui donnent de l'argent, oui, bien sûr, mais qui donnent aussi des intentions de prière, qui demandent de prier pour eux si on passe à Lourdes. On espère passer à Fatima, qui est un autre sanctuaire important au Portugal, à Marie. Donc, c'est aussi les emmener avec nous en pèlerinage. Et puis, quand on revient, leur partager ce qu'on a vécu, rendre visite aussi aux gens qui nous ont aidés. Et puis, de se dire, il y a des initiatives qui se sont créées après les JMJ, que ce soit des groupes de musique, que ce soit un petit peu des soirées témoignages, et puis des liens qui, de toute façon, quand on a vécu une telle aventure, on a forcément des liens qui nous rapprochent. Donc, je pense que c'est vraiment le témoignage qui est très important localement. Et le compte à rebours est lancé puisqu'il reste encore quelques mois avant le début de ces JMJ. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire jusque fin mai. Donc, il y a encore un peu de temps, là, 2 mois. Donc on rappelle qu'il faut passer par le diocèse, hein, c'est bien ça? C'est ça, le site du diocèse de Metz, jeanne1457.fr. On peut le faire en présentiel aussi ou alors c'est que par internet qu'on peut s'inscrire? Vous pouvez passer à la maison diocésaine, il n'y a pas de problème, au premier étage, vous aurez du café, pas de souci. Eh bien écoute, il nous reste 3-4 minutes, je te propose peut-être de nous raconter une ou deux petites anecdotes de ces JMJ, vu que tu en as fait plusieurs. On a un petit peu de temps, donc si tu as envie de nous raconter peut-être une ou deux petites anecdotes Alors, sympathiques à raconter. Ouais, c'est assez compliqué de choisir. Je vais en prendre. Alors, je vais commencer par une. On verra si on a le temps. Oui, il n'y a pas de souci. Pour plusieurs. La première, c'était les JMJ de Madrid, parce qu'il s'avère que alors, on marche, c'est-à-dire que on marche entre 15 et 20 km du lieu où on nous a laissés jusque-là, c'était un aérodrome. Donc, on marche 45 degrés au soleil sur le béton. C'était pas super 45. Fun. Donc, on arrive, les pompiers nous arrosent parce qu'on avait quand même pas mal chaud. Et puis, il s'avère que la nuit, en fait, il y a eu un énorme orage. Et donc, il y avait des éclairs aux 4 coins autour de nous. Vraiment, il y a une tente qui s'est envolée, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu communier le lendemain parce que les hosties avaient été mouillées. Et il y a eu pas de dégâts. Enfin, la plus grosse blessure, c'était quelqu'un qui s'est tordu la cheville. Sur 2 millions de personnes. Hein, voilà. Et c'était assez incroyable parce que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait une tempête autour de nous, c'était un moment d'adoration. Donc quand on a vraiment l'hostie Saint-Sacrement en face de nous et qu'on est tous tournés dans la même direction, normalement à genoux. Et donc c'était assez incroyable d'avoir ce silence vraiment autour de nous, malgré la tempête, où on s'est dit, en fait, malgré les éléments, on reste tranquille. Oui, conscience tranquille. C'était assez... Bon, sur le coup, on a tous un peu flippé. Je pense qu'on aurait tous été dans cette situation. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. La deuxième, écoute, on a 2 minutes 30, voilà, super, donc si tu peux prendre le temps de la raconter. La deuxième, je voudrais partager la famille que j'étais avec ma meilleure amie logée dans une famille à Cracovie. On avait de la chance, on était hyper bien logés et tout. On s'est très bien entendu avec eux. Il s'avère qu'on est resté en contact assez longtemps. Et moi, j'ai fait un autre rassemblement, qui est un rassemblement de Thésée. Donc, c'est aussi une grande communauté, mais là, plus œcuménique, donc vraiment chrétien. Oui. Et il s'avère que c'était 3 ans plus tard et qu'ils m'ont fait la surprise de venir parce que c'était aussi un rassemblement en Pologne. Donc, ils ont pris leur voiture, ils ont fait 300 km et ils sont venus me voir pour le nouvel an de 2019 à 2020. Donc c'était vraiment des liens qui se sont créés, c'est des liens importants. C'est des gens chez qui on passe 4 jours, 5 jours, et en fait, qui restent tout le temps et qui font après 300 km pour venir nous voir juste parce qu'on est dans le même pays, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment des grands moments. Ah, alors j'ai quoi? J'ai un message de Romane sur le chat. Est-ce que tu as beaucoup de miles sur ta carte de voyageuse? J'en ai pas mal, ouais, j'en ai pas mal. Il m'a dit également « Vive la Pologne !» Vive la Pologne. J'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs. Alors je sais pas quelle sera la destination des prochaines JMJ parce qu'elles seront dévoilées. On n'a pas du tout d'informations du coup sur... C'est dévoilé quand d'ailleurs? C'est dévoilé le dernier week-end, après la messe d'envoi. Donc là, ça sera le 6 août. Du coup, à la fin, Et ça sera sur un autre continent. À la fin des JMJ. Voilà.
D'accord, eh bien écoute, il nous reste allez, 45 secondes. Un message à passer pour les jeunes qui voudraient éventuellement se joindre à ces JMJ, qui ont encore le temps, ces jeunes qui ont le temps de s'inscrire. Venez. Venez, c'est vraiment une grande aventure. C'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie, 4 fois. Mais 4 c'est fois c'est quand toujours même. une aventure différente, donc franchement, il faut le faire. Oui, parce que tu l'as Parce que vécu de c'est- différents points de vue Voilà, en plus. c'est ça. Et puis c'est forcément différent. On a une question un petit peu humoristique. On peut se trouver un mari au JMJ? C'est une question de Gatou On- Futuna sur le... On peut se trouver un mari au JMJ. Il s'avère qu'au Panama, il y a des gens qui s'étaient rencontrés à des JMJ précédentes, qui se sont fiancés aux suivantes et qui se sont mariés dans notre paroisse au Panama. Oh non. Ouais. En plus, un Panama qui n'est pas forcément un très très grand pays, un pays Ben forcément... non. Je crois que c'était des Sud-Américains. Et comme ils s'étaient rencontrés puis fiancés au JMJ, ils ont décidé de se marier dans notre paroisse, donc ça tombait super bien. Eh bien, c'est sur cette belle anecdote que va se terminer cet entretien autour des JMJ. Merci Aurélie. Avec plaisir.